Le tribunal a rendu son verdict. Les détails dans cette édition. Pourquoi les pirogues sénégalaises sont souvent arraisonnées chez les pays limitrophes? Nos pêcheurs connaissent-ils les règles qui régissent l'économie maritime? Pourquoi vont-ils si loin? Nous posons le débat dans ce 20h. L'actualité, c'est aussi la 8e édition de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. L'Association nationale des albinos du Sénégal plaide pour l'introduction de la crème solaire dans la gamme des médicaments entièrement subventionnés par l'État du Sénégal. À la une également, le Sénégal inaugure sa première école de marine nationale, un établissement pour former des marins appelés à faire face à la montée en puissance du trafic maritime. Affaire de la tuerie de Boffa Bayotte, réclusion criminelle à perpétuité pour René Capin-Bassène, Oumar Ampoy Bodian et César Atoute Badiat, jugés par contumace. Le verdict est tombé ce matin à Ziguinchor. Sur les 15 accusés, 10 ont été acquittés. Les détails avec Boubacar Diassi et Lamine Mandiang. Le verdict du procès dit du massacre de Boffa Bayotte est tombé à Ziguinchor. L'avocat maître Ciré Clédor Ly donne les détails. Donc sur 15 personnes, les 10 ont été acquittés. Les 2 n'ont écopé que de 6 mois avec sursis, après avoir purgé plus de 5 années de détention. Et seuls 2 ont été condamnés. Les parents de René Capin-Bassène sont très remontés contre cette décision. On croyait, au nom de la justice, rien que la justice, le droit sera dit pour le triomphe de la vérité et l'éclatement de la vérité. Malheureusement, c'est au nom des émotions, des catalysateurs, que le juge a pris une décision. Après ce verdict, 12 prévenus devraient recouvrer la liberté dès aujourd'hui. Ils sont tous originaires du village de Toubacouta. Parce que nous avons pensé que ces derniers-là devraient être libérés tous. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà encore une situation douloureuse. L'activiste Madia Diop Sané ne contient pas sa colère. Ça, vous pensez que ça c'est un verdict? En réalité, il faut qu'on se dise la vérité. Vous pensez que ça c'est un verdict? Ça, ce qu'ils ont rendu là, prendre des innocents encore pour les mettre en prison, pour le restant de leur vie. La justice se doit d'avoir une âme. Au total, parmi les 25 personnes arrêtées suite au massacre de la forêt du Bayotte Est le 6 janvier 2018, seuls 5 ont été condamnés. 2 à 6 mois de prison avec sursis. Une personne est décédée avant le procès et 3 ont été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, dont l'un a été jugé par contumace. Oumar Ampoy Bodian a décidé de faire immédiatement appel de cette décision. Merci Boubacar. L'autre grand titre de cette édition, arraisonnement des pirogues sénégalaises chez les pays limitrophes. Nos pêcheurs sont-ils obligés d'outrepasser les eaux sénégalaises? Sont-ils obligés d'aller tout simplement tout aussi loin? Oui, parce que les ressources sont rares chez nous, affirment certains acteurs de la pêche à Saint-Louis. Ils demandent aux autorités d'élargir le périmètre des accords entre États. Voyons tout cela avec Ousseynou Diop, Habib Seck. Ces pêcheurs guendariens rencontrés au quartier Lodo parlent toujours de l'arrestation de leurs compatriotes sénégalais arrêtés en Guinée. Pour certains, cela est dû à la rareté du poisson dans nos océans, ce qui pousse certains à franchir les frontières des pays voisins. Les pêcheurs entrent dans la zone maritime des autres pays parce que nos océans n'ont plus de poissons. L'État a tout vendu et les temps sont difficiles. Par contre, pour d'autres, cette situation peut arriver à tous les pêcheurs. Selon ces guendariens rencontrés au bord du pont Moustapha Marigaï, les pêcheurs peuvent être trompés par les GPS ou autres formes de calcul. Parfois, on peut même entrer dans une zone interdite sans s'en rendre compte. Les pêcheurs utilisent les GPS et parfois les calculs peuvent nous tromper. Souvent, il peut y avoir des erreurs. Cela arrive aux pêcheurs, même aux plus expérimentés et professionnels. C'est possible que les pêcheurs se trompent. Ils peuvent entrer en Guinée sans s'en rendre compte. C'est bien possible d'entrer dans un autre pays. Pour éviter cette situation déplorable, les pêcheurs de Saint-Louis suggèrent des négociations entre les États. Les deux pays doivent discuter pour trouver des solutions.
Les pêcheurs sont des êtres humains comme tout le monde et ils peuvent se tromper. Au Sénégal, nos océans nourrissent difficilement nos braves pêcheurs. Ils pointent du doigt l'État qui, selon eux, est responsable de cette situation catastrophique qui a causé l'octroi de centaines de licences de pêche aux bateaux étrangers. C'est le CLPA, le conseil local de la pêche artisanale de Saint-Louis salue l'effort des autorités pour la libération des pêcheurs sénégalais en Guinée. Les acteurs prônent l'organisation d'ailleurs une grande rencontre nationale pour discuter des difficultés que rencontre le secteur. Fama Sarr, secrétaire générale adjointe du CLPA Saint-Louis avec notre équipe à Saint-Louis. De nos États. Tout d'abord, nous remercions le président de la République, Macky Sall, qui a pu bien nous écouter pour nous entendre et essayer de faire tant soit peu pour nous quand même accompagner à la libération de nos vaillants pêcheurs qui ont été arraisonnés au niveau de Guinée-Conakry. À travers le président de la République, nous remercions notre ministre de tutelle, M. Aly Ndoye, ministre des Pêches. Des mots de remerciement. On remercie encore nos États et tous les acteurs de près ou de loin qui ont pu participer à ces négociations. On remercie les acteurs qui ont fait leur cotisation pour appuyer ces pêcheurs pour qu'ils puissent avoir des minutes de quoi vivre. Ça nous va droit au cœur et on parle de tous les acteurs. Et alors maintenant à Thiès pour parler de la journée nationale des albinos. L'Association nationale des albinos du Sénégal plaide pour l'introduction de la crème solaire dans la gamme des médicaments entièrement subventionnés par l'État du Sénégal. Les malades se sont donné rendez-vous dans la capitale du rail à l'occasion de la 8e édition de la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. On est tout cela avec Cheranta Diop et Seyla Tire. Albinos, oui, mais pas des personnes inutiles à la société. Non plus des choses qui ne servent qu'à des sacrifices malsains. C'est en ces termes que le président de l'Association nationale des albinos du Sénégal a démarré son discours célébrant la journée dédiée aux personnes affectées par l'albinisme. Être albinos dans ce pays, c'est source de beaucoup de souffrances, selon le président de l'Association nationale des albinos du Sénégal. À cela, nous disons non à la discrimination, non au sacrifice des albinos, non aux injustices sociales, non au massacre et assassinat des albinos, non à la mutilation des organes d'albinos, non à la mendicité, non aux mythes et croyances absurdes sur la personne des albinos. Bamba Diop revendique aussi l'accès des albinos à la bourse familiale. Je ne me fatigue pas de le dire. Nous avons une communauté d'albinos de plus de 250 personnes qui ne bénéficient pas de la bourse familiale. Nous avons vraiment des albinos depuis 5 ans qui sont détentrices de la carte d'égalité des chances et qu'ils n'ont pas bénéficié de la bourse familiale. Aujourd'hui, leur accès même à la crème solaire est précaire parce qu'une crème qui varie entre 60 000 et plus, ces gens-là devraient automatiquement bénéficier de la bourse. Souleymane Diop, venu représenter le ministre de la Santé et de l'Action sociale, affirme que l'application rigoureuse de l'instrument de mesure du handicap validé en 2016 va contribuer à une meilleure prise en compte des albinos. Le RENAFES veut plus de droits pour les femmes en milieu professionnel. Le réseau qui regroupe plusieurs femmes s'activant dans différents secteurs d'activité a organisé dans la capitale du Ndiambour un atelier de formation pour capaciter ses membres sur les conventions, lois et dispositions discriminatoires. Tiernofal pour les détails. Le réseau national des femmes travailleuses du Sénégal a procédé à la mise en place de son antenne à Louga. On a un cadre de concertation qui réunit toutes les femmes de toutes catégories sociales. Et ça nous permet de recenser l'ensemble des problèmes qu'il y a au niveau de la région de Louga et auxquels les femmes travailleuses sont confrontées et le faire remonter au niveau national pour pouvoir associer nos forces et résoudre. L'installation de cette antenne régionale est suivie d'un atelier de formation des femmes leaders de la région sur les conventions, lois et dispositions discriminatoires. Nous sommes venus pour les outiller le maximum possible dans le cadre du Code du travail, dans le cadre des conventions, lois discriminatoires au Sénégal et aussi pour qu'elles puissent jouer un rôle de veille et d'alerte dans tout ce qui se passe. Et pour ça, il faut qu'elles soient capacitées, outillées pour qu'elles puissent répondre aux besoins
des préoccupations des femmes. La présidente nationale de RENAFES a profité de cette occasion pour demander l'application du système paritaire dans le milieu professionnel. Parce que quand on parle de parité, c'est au niveau politique seulement que nous voulons que ça soit élargi dans le milieu du travail, au niveau de toutes les institutions du Sénégal et dans des cadres de concertation, dans le cadre du dialogue social, des cadres de négociation, qu'on soit présente pour qu'on puisse prendre nos préoccupations en main. Parce que le fait que quelqu'un d'autre parle de nous, ce n'est pas intéressant. Nous voulons qu'on soit là, bien présent, pour qu'on parle de nos problèmes. L'atelier de formation qui a duré 2 jours avait réuni une trentaine de femmes leaders venues des 3 départements de la région de Louga. Merci Tcherno. Accorder plus de fonds à la recherche appliquée, une meilleure coordination dans le partage d'informations et de résultats, c'est tout le sens de la convention de partenariat signée ce matin entre l'Agence nationale de la recherche scientifique et de l'innovation de la Mauritanie et l'Agence nationale de la recherche scientifique appliquée du Sénégal. Une mutualisation des efforts afin de booster les projets porteurs de développement. Suivons là-dessus le docteur Cheikh Mohamedou Bakilo, directeur général de l'ANSRSA, au micro de Mam Biram Diouf. Nous pouvons avoir des projets ensemble et faire appel à des projets au niveau international. Et nous en avions déjà discuté. Nous allons identifier des problèmes prioritaires, qui seront des problèmes prioritaires aussi bien en Mauritanie, mais aussi au Sénégal. Et ensemble, nous allons concourir, essayer de retrouver des moyens et pouvoir travailler ensemble sur ces projets-là. Mais au-delà de la Mauritanie et du Sénégal, en tout cas, notre agence a pris l'initiative de contacter d'autres pays pour pouvoir mutualiser sur tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, pour qu'on puisse travailler ensemble, mutualiser nos moyens, mutualiser nos ressources humaines, pour pouvoir en tout cas faire jouer la recherche, son rôle primordial. Vous avez vu qu'il y avait, il n'y a pas très longtemps, un sommet sur l'eau. C'est un problème prioritaire. Et donc les instances de recherche, les centres de recherche doivent aujourd'hui faire focus sur l'eau, parce que c'est une ressource rare, c'est une ressource importante pour nos pays. Et donc nos agences doivent faire ces recherches-là pour pouvoir mettre sur la table les résultats au niveau des gouvernants pour leur permettre d'être à la décision. Dans l'actualité également, le chef de l'État Macky Sall a inauguré ce matin la première école marine nationale, un important projet cher à la marine. L'école va former des marins appelés à faire face à la montée en puissance du trafic maritime. Mamadou Fall. La formation militaire et technique des marins dans les différentes spécialités de la marine nationale est plus que jamais une priorité. Pour ce faire, une école marine nationale a été bâtie et inaugurée par le chef de l'État. Composante transversale, c'est-à-dire pour toutes les spécialités, ils ont suivi un enseignement général qui tourne autour des mathématiques, de la physique, du français, de l'informatique et de l'anglais. Le MAN va former les officiers, mais aussi les autres, ils sont formés. Donc le MAN va former des officiers, comme l'a rappelé tout à l'heure de Samarine, à partir du mois de septembre. Nous aurons la première promotion qui soit actuellement au niveau de l'ENOA en 2e année de formation. Et les les autres catégories, les sous-officiers et les militaires du rang, sont également formés à l'EMAN. Actuellement, nous avons une première promotion de 47 élèves mestrans, qui sont des élèves sous-officiers, et de 97 militaires du rang, donc, qui constituent les élèves cartésiens. Étant plus étendu que le territoire terrestre, la façade côtière sénégalaise doit être bien surveillée. Spécialité pont opération, la spécialité protection-défense, le domaine commissariat et le domaine énergie-propulsion. Le président de la République a présidé la cérémonie inaugurale de l'EMAN, un creuset pour la marine nationale. Signature d'une convention entre le CNOS et le ministère de l'Éducation nationale en vue des Jeux olympiques 2026. Une collaboration pour davantage promouvoir le sport à l'école, mais aussi préparer les JOJ de 2026. Pour ce faire, des sessions de formation en éducation sportive seront initiées dans quelques écoles pilotes. Un décret pour la création d'une fédération sénégalaise de sport scolaire a été signé par le chef de l'État. Écoutons à ce propos Mamadou Diagnandia, président du comité olympique, et le ministre de l'Éducation nationale Mamadou Talla. Cette signature vise aussi à améliorer le sport scolaire en créant les conditions nécessaires et en faire une pépinière pour l'exploration de talents sportifs, parce que nous avons une élite quand même vieillissante.
l'organisation de sessions de formation des enseignants aux valeurs de l'olympisme pour leur meilleure diffusion en milieu éducatif. Tout cela, pour notre part, participe à bâtir un label. Notre collaboration nous permettra de développer des programmes, des projets et des activités dans les domaines ci-après. D'abord, la promotion et le développement du sport et de l'éducation physique à l'école. La relance des compétitions sportives interscolaires. La mobilisation des acteurs de l'école autour des JOJ Dakar 2026. Cependant, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, il est nécessaire de développer une véritable politique de réhabilitation et d'édification d'infrastructures sportives, scolaires, de manière générale à accompagner et de promouvoir le sport scolaire. Déjà, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, dans sa volonté de redynamiser le sport scolaire, a signé le 2 décembre dernier le décret de création de la Fédération sénégalaise de sport scolaire, F3S. Et puis restons dans l'éducation. Le directeur des ressources humaines du ministère de l'Éducation nationale salue le dénouement de la crise scolaire. Pour Serigne Douabou Badiane, le gouvernement s'inscrit dans une logique de rendre plus attractif la fonction d'enseignant. Voyons tout cela, le voici avec Abdoulaye Anne. Le gouvernement globalement est entré dans une phase d'amélioration des rémunérations de tous les de tous les agents de l'État, donc de pouvoir faire quelques correctifs sur le système de rémunération. Vous verrez qu'il y a des augmentations de salaire qui varient pratiquement de 100 000 à presque 300 000, 295 000. Il y a d'autres points que nous sommes en train de suivre, c'est ce qu'on appelle la question des administrateurs scolaires. Nous sommes convenus avec les enseignants au lieu de créer un nouveau corps administrateur scolaire. Et je crois que si les salaires sont revalorisés, la fonction devient plus attractive. Généralement, vous voyez les gens souvent qui entrent dans l'enseignement, ils le font par vocation. Mais aussi, nous sommes nous sommes pères de famille, nous sommes soutiens de famille et nous avons besoin quand même de ressources pour vivre, mais aussi de ressources pour être vraiment à même de venir faire le travail convenablement. Donc la revalorisation de cette fonction, je crois qu'encore va raviver certaines vocations liées à l'enseignement. Et ceux qui seraient dans l'enseignement, je crois que nous ne vont pas regretter d'entrer dans cette fonction. Si les enseignants, en tout cas, sont plus ou moins bien traités sur le plan salaire, ils ne vont peut-être pas aller chercher de l'argent quelque part. Moi, je me dis que c'est peut-être que la rémunération ne paraît pas suffisante. C'est ce qui fait que les gens vont essayer de compléter la prise en charge de leurs problèmes sociaux en faisant d'autres jobs. Restons dans le milieu scolaire. Elle s'appelle Ramatoulaye Faye, lauréate du premier prix à la grande finale de la dictée PGL 2020 à Montréal. Âgée de 12 ans, Ramatoulaye a remporté la prestigieuse compétition de dictée. Elle est élève en classe de CM2 à l'école Sainte-Thérèse de Grand Dakar. Son portrait avec Mariam Diaye. Elle fait la fierté de toute une nation, mais avant tout de toute l'école Sainte-Thérèse de Grand Dakar. Cette petite fille de 12 ans est la lauréate de la dictée Paul Gérin-Lajoie édition 2022. Elle revient sur le déroulement du concours. On a fait une première lecture de la dictée, puis on l'a écrite. À la fin, on nous a montré comment ça s'est passé, comment on va nous annoncer les résultats, puis après, au moment d'annoncer le premier prix de la classe française langue seconde, on a dit mon nom. Bien qu'étant très confiante, le doute a traversé un moment donné cette élève en CM2. Quand on faisait la dictée, j'avais sauté un mot. Et donc, je me suis dit, je suis perdue. Le concours qui s'est déroulé le 22 mai dernier a laissé beaucoup de bons souvenirs à la jeune demoiselle. Je suis partie, par exemple, au Biodôme. J'ai vu le pont Saint-Laurent. J'ai beaucoup aimé le voyage. Selon elle, quel est le secret qui lui a fait gagner? Mon goût de la lecture, peut-être. Déjà, la lecture, ça peut aussi te permettre d'écrire mieux certains mots, d'en découvrir aussi de mieux parler français. Ce prix est une récompense pour l'élève, mais aussi pour ses encadreurs. Ça a été une grande occasion pour l'enfant, déjà de par son mérite, d'aller à ce niveau international et d'être lauréate. Et en matière d'éducation,
La récompense de l'enseignant, ce n'est pas le gain matériel, mais que ses efforts, les sacrifices consentis soient récompensés par des situations pareilles. Ramatoulaye Faye a remporté le premier prix à la grande finale de la dictée PGL 2022 à Montréal. Cette année, la grande finale a accueilli près de 80 finalistes du Québec, du Canada, des États-Unis, de la Côte d'Ivoire, du Maroc et du Sénégal. Bravo Ramatoulaye. Toute autre chose à présent, interview du président Sall accordé à la presse étrangère et aux activistes. Le chef de l'État fâche la presse. Le président de la République se détourne de la presse locale pour des professionnels. Comment comprendre ces sorties présidentielles à l'étranger? Alassane Ba, Gervais Yao. Une audience qui a suscité un tollé sur les réseaux sociaux. Et lui, il ne cache pas sa déception. Le chroniqueur n'y est pas allé par 4 chemins pour exprimer son point de vue. À la place du président Macky Sall, il n'aurait pas reçu en audience l'activiste Kaliphone. Je ne l'aurais pas reçu. Ce n'est pas une bonne image de recevoir quelqu'un qui vous a insulté, de père et de mère, etc. J'ai fait la remarque que les insulteurs sont devenus des stars et des modèles qui sont écoutés et ils ont de la publicité et tout, etc. Je trouve que c'est déplorable, c'est pas normal. Et en politique maintenant, c'est ça. Ils sont devenus des vedettes, on cherche partout. Et ça, c'est dans les deux camps. Dans le camp de Yehou et dans le camp du pouvoir. Plus loin dans son analyse, Mandiaye Gaye estime que pour son image, le président de la République doit choisir qui recevoir, où le recevoir et quand le recevoir. Le président de la République a le droit de recevoir. Mais si c'est en public, il y a des choses. Et en privé. S'il reçoit en privé, il peut recevoir n'importe qui. C'est à l'insu de tout le monde. Mais si c'est public, il doit choisir quand même ses interlocuteurs. D'autant plus que c'est lui qui est allé le voir. S'il le reçoit en privé, ça c'est autre chose. Il n'a pas manqué de dénoncer les injures et autres langages grossiers sur la scène politique, ce qui selon lui est nouveau et est à l'origine du niveau très bas du débat politique. Et dans tous les camps, c'est-à-dire l'injure et l'insulte en politique. En politique, les gens doivent convaincre les gens. Les gens doivent avoir un respect par rapport à l'autre, son prochain. Et puis venons-en à notre reportage consacré à la Biennale. Aujourd'hui, on parle et environnement. 3 artistes diplômés de l'École nationale des arts mettent leur créativité au profit de la protection de l'environnement. Au-delà de l'éco-conception, le message porté par ces œuvres réalisées par des artistes engagés crée un nouveau mode d'alerte plus conceptuel. Le reportage signé Ibou Diouf et Amadouba. 3 artistes, une initiative commune. L'idée est de communiquer à travers ces œuvres pour parler également de la protection de l'environnement. Voilà, le thème qu'on a choisi, c'est dans l'environnement, la protection de l'environnement. Bon, vous savez l'importance qu'il a, notre environnement, il faut prendre soin de notre environnement, mettre en valeur l'environnement, notre environnement. Pour sensibiliser cette jeunesse afin qu'ils comprennent la valeur de l'environnement, qu'ils comprennent qu'est-ce que l'environnement et surtout les enfants pour avoir aussi l'audace de montrer la valeur de l'environnement. La thématique de l'environnement intéresse ces artistes et plasticiens qui veulent, à travers cette exposition, insister sur l'importance de cet environnement. Pour cela, c'est un thème d'actualité. Ça doit intéresser tout le monde. On a choisi ce thème parce qu'en tant qu'artiste, nous, on veut faire quelque chose. Bon, on utilise l'acrylique, la peinture acrylique. C'est ça qu'on utilise la plupart de nos tableaux. En plus, il y a des tableaux mixtes. Nos tableaux représentent vraiment la valeur culturelle, nationale et internationale. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la nature... Ils ont saisi l'occasion de la Biennale pour aller à la rencontre du public, pour suivre également la sensibilisation sur la protection de l'environnement. La Biennale de Dakar représente grand chose pour nous, les artistes. Bon, cette importance
met en valeur l'artiste en personne parce qu'on reste longtemps à faire nos créations, nos réalisations et pour les montrer en général, ça se fait dans... Ils ont réussi ce pari, parler de l'importance de l'environnement et de la nécessité de protéger cet univers. Ces trois artistes ont mis en avant leur pinceau au service de ce qui nous entoure. Merci Ibou. Et puis un mot de sport, l'athlétisme sénégalais reprend des couleurs. Il revient de la 22e édition des championnats d'Afrique senior 2022 avec 3 médailles dont une en or remportée par Sangoné Kandi avec un bond de 13,76 m. Des résultats qui propulsent le Sénégal au 9e rang des 46 pays participant à la compétition tenue à l'île Maurice. Cher Sadibou Diarra. 10 ans après la dernière, le Sénégal récolte 3 médailles au championnat d'Afrique d'athlétisme senior 2022. Une en or pour Sangoné Kandi, une en argent pour Salissar en triple saut féminin et une en bronze pour Ahmad Faye en longueur. Des résultats réconfortants pour l'athlétisme sénégalais. Vous n'êtes pas aussi sans savoir que depuis 2012, on n'a pas eu des résultats pareils, parce que c'était avec la génération des Amisen, la génération des Ndiskaba, qu'on a eu en 2012, qu'on est revenu avec des médailles. À part cela, en 2016, Amisen aussi était championne d'Afrique. Donc aujourd'hui, on renoue avec les médailles. On est sur une très bonne voie, on est sur les rampes vraiment du développement de l'athlétisme sénégalais. Si on continue comme ça, je pense qu'on peut retrouver notre lustre d'antan. Lors des derniers championnats, on est revenu avec 0 médaille. Aujourd'hui, on glane 3 médailles, donc c'est un résultat qui est positif, alors qu'on pouvait avoir minimum 5 médailles si Louis François n'était pas tombé à la 9e haie, si Cheikh Tidiane Diouf, notre tête d'affiche avec un chrono de 45 aux 400 mètres, n'était pas blessé. Donc en principe, on devrait glaner 5 médailles en Afrique. 9e au tableau des médailles à la 22e édition des championnats d'Afrique d'athlétisme senior. Le Sénégal recommence à rêver grand. L'urgence, c'est de travailler, continuer à travailler, encore travailler pour que ces résultats-là qu'on a obtenus cette année, pour que l'année prochaine et l'année d'après, qu'on puisse avoir des résultats beaucoup plus gros lieux, pour que le Sénégal puisse être représenté sur le plan africain, avoir vraiment une très bonne place sur le plan africain, mais aussi sur le plan international et à l'arrivée avoir des médailles olympiques. Pourquoi pas? Il y a les Jeux olympiques de 2026 qui sont à l'horizon avec les jeunes, mais aussi il y a les Jeux olympiques de 2024, Paris 2024. Donc tout cela, ce sont des échéances futures sur lesquelles on est en train de travailler, de mettre des programmes sur pied pour vraiment avoir des participations honorables et avoir des médailles. L'athlétisme sénégalais est en plein renouveau. Le retour du meeting international de Dakar le 25 juin prochain en est une illustration. Merci cher, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans un instant avec Binta Diallo et son invité ce soir, le docteur Céliba. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.